tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Podcastothèque de Louis Pergaud. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale qui nous accompagne. Je vous présente Chloé, la créatrice du podcast Sauvegarde tes émotions, un podcast qui allie les jeux vidéo et les confidences. Si vous vous demandez ce que ça peut bien vouloir dire, eh bien vous êtes en bon endroit parce que Chloé va tout nous expliquer. Alors déjà Chloé, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. De rien, merci beaucoup à vous d'avoir proposé. On va commencer en douceur avec une question toute simple, mais qui peut aussi être sacrément compliquée selon le moment où on la pose. Comment tu te sens aujourd'hui avec nous ? Là tout de suite, un petit peu fatiguée, mais contente d'être là quand même. Super. Alors, le cœur même de ton podcast est de mêler les émotions et l'expérience de jeu. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cet attrait, cette volonté de mixer ces deux éléments ? Donc je joue aux jeux vidéo depuis pas mal de temps et il se trouve que je suis quelqu'un de très sentimental. En tout cas, j'extériorise très facilement mes émotions, pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai jamais trouvé en fait de contenu culturel qui lie les émotions aux jeux vidéo. Et souvent, quand je parle à des amis de tels moments, je me dis mais comment ils ont fait pour rater ça ? Moi, j'étais dans tous mes états. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Il faut que je trouve un truc où moi j'ai envie d'extérioriser toutes ces émotions. Et vu qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui m'ont touchée, allez, je vais faire un podcast. C'est comme ça que ça s'est lancé. Alors, pour avoir déjà écouté quelques-uns de tes épisodes, il y a une question qui m'a un peu popé à l'esprit. Est-ce que tu as joué aux jeux que nous présentent tes invités ou bien tu les découvres en même temps que ton public ? Alors ça va dépendre. Il y a des jeux que j'ai déjà faits. Il y a des jeux que j'aimerais faire. Il y a des jeux que je connais pas du tout. Et en fait, vu que le principe, c'est d'avoir une émotion particulière qui n'a pas été prévue par les développeurs du jeu, et en gros, qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là lors du jeu, de l'aventure qu'on s'est fait nous-mêmes, il y a plein de jeux que je connaissais pas. Il y a des jeux où les invités m'ont vraiment donné envie d'y jouer, donc ça, c'était très chouette. Et puis, il y a des jeux que je connais de nom. Par exemple, en première saison, j'avais eu quelqu'un qui était sur God of War. Et en fait, c'est un jeu que je connais très bien de nom. Mon copain y a joué, enfin voilà. Mais moi, j'y ai pas joué pour autant. Donc, je peux pas jouer à tous les jeux que présentent les invités. Mais en fait, souvent, entendre parler quelqu'un vraiment sous le prisme de l'émotion et de tout un truc personnel, ça donne envie de jouer, quoi. Ouais, la fameuse liste de gameuses qui ne s'arrête jamais. Exactement, elle est bien remplie et en plus le problème c'est qu'ils continuent à sortir des jeux, hein. Donc elle continue à se remplir encore. Si j'ai bien compris, tu travailles avec une illustratrice aussi pour faire les maquettes de chaque saison. Au travers de ces maquettes, il y a vraiment un sentiment de j'allais dire de l'enfance, mais pas tout à fait, mais plutôt de rêverie, un peu de nostalgie qui se mêle à tout ça, notamment sur les éléments de jeux vidéo qu'il y a dans ces cartouches. Je voulais savoir si c'était une volonté de ta part ou est-ce que tu réfléchis en amont au visuel que tu as envie d'avoir ou bien est-ce que comme pour tout le reste, c'est un peu l'inspiration du moment? Déjà, il y a 2 personnes qui ont fait les visuels. Donc la première personne, elle a fait la saison 1 et la saison 2, c'est Megan. Et là, pour la 3e saison, j'ai demandé à une autre personne qui s'appelle Louise. Donc, déjà, il y a 2 personnes. Et en fait, donc Megan, c'est... Elles ont fait du bon boulot pour maintenir la continuité. Ça se ressent pas qu'il y a plusieurs personnes sur le... Oh, c'est trop chouette, trop cool. Oui, effectivement, on a essayé de faire plusieurs générations aussi de consoles. Bon, on en a sauté quelques-unes, mais je pense que je comprends le côté adolescent, enfance dont tu parles, parce que c'est clairement moi qui ai demandé. Donc le premier logo, l'idée c'était un peu de faire quelque chose de doux, un podcast qu'on écoute un peu tranquille avec une tasse de thé. Je me rappelle, un de mes premiers épisodes c'était Animal Crossing, donc j'étais déjà dans une émotion très douce, très cosy. Je sais pas trop comment expliquer autre que ça. Parce que c'est vraiment, c'est tout doux, c'est sentimental, c'est émouvant, enfin voilà, c'est tout mignon. Et il y avait un petit peu le côté vers les couleurs. Je lui avais demandé des trucs très pastel, très lo-fi. Et c'était hyper important pour moi qu'il y ait
Ouais, comme s'il y avait une cartouche. Enfin, du coup, le premier, c'était une disquette. Une disquette. J'en ai plus depuis longtemps. Mais l'idée, c'était vraiment comme s'il y avait une disquette ou une cartouche qui traînait sur le bureau d'un jeu qu'on avait fait. Et le podcast s'appelle Sauvegarde ses émotions parce que bon bah déjà il y a un jeu de mots avec la sauvegarde évidemment, mais c'est aussi parce que pour moi c'est important de sauvegarder, donc de garder les émotions qu'on a ressenties dans un jeu vidéo, et que comme tout objet culturel, bah c'est important de l'avoir avec nous physiquement. D'où la cartouche, d'où la disquette, d'où toutes ces petites inspirations pour les logos. Voilà. Et Louise, je lui ai demandé quelque chose de punchy, de coloré. On est passé sur la Game Boy Color. Megan, elle a fait du coup la disquette, donc l'ordi et la PS2. Et la PS2, c'est un très très grand souvenir pour le coup entre l'enfance et l'adolescence pour moi. Donc voilà. Mais je suis très contente des visuels. Et voilà. Je vois que tu invites pas mal d'invités, mais en fait, tu sèmes pas mal de toi aussi dans ce podcast. C'est très agréable à entendre, de comprendre un peu le behind the scenes de tout ça. Alors, pour ceux et celles qui se posent la question, lo-fi, c'est un terme qui est d'abord musical, qui représente un peu des sons très chill, imaginez un peu effet musique d'ambiance, rapport fort à la rêverie, ce qui colle parfaitement au podcast de Chloé, hein. Donc, c'est une super influence. Du coup, là, ça fait 3 séances que tu charbonnes un peu sur ce projet. 3 saisons, pardon. Qu'est-ce que tu retires un peu de cette expérience? Et du coup, par rapport à aujourd'hui, ça te fait quoi un peu d'être de l'autre côté du micro cette fois-ci? Alors c'est très stressant, donc j'irai m'excuser à mes invités du stress du micro, parce qu'en fait finalement moi je me dis c'est une discussion, on est tranquille, donc moi aussi j'envoie un petit peu, je travaille sur les épisodes et je vois avec la personne quel jeu elle veut présenter, et puis je réfléchis à des questions que je peux poser, des questions qui vont m'intéresser quand même. Il y a quelques questions qui reviennent comme tu as pu le voir dans le podcast. Et en même temps, on nous demande d'être très spontané, donc effectivement, je suis un peu stressée, voilà, étonnamment. Mais après ces 3 saisons, je sais que j'ai pris une autre direction, parce que la première et la deuxième, en fait, j'avais encore une petite base, on va dire, de ce que moi j'avais encore envie de montrer par rapport à des jeux qui m'ont marqué. Sauf que comme tu parlais tout à l'heure d'une liste qui continue quand même à être faite, une liste de jeux, et j'ai de moins en moins de jeux qui me marquent au point d'en faire un épisode, on va dire. Ça veut dire qu'il faut quand même parler 20 minutes toute seule, quoi. Parce qu'au début, je faisais ça. Je faisais un épisode toute seule, un épisode avec invité, un épisode toute seule avec un invité. Et puis maintenant, ça a changé, j'ai pratiquement que des invités. Et ensuite, oui, par rapport à la personnalité, voilà, j'estime que c'est un petit peu mon petit endroit à moi, et donc du coup, je partage les sentiments des invités et j'essaye de comprendre. Ça reste un podcast discussion en fait. J'aime vraiment l'idée qu'on est autour d'un café et qu'on discute. En fait, on prend pas de café parce qu'on peut pas, et la plupart du temps on n'est pas ensemble. Mais il y a toujours une très bonne ambiance, et je me retrouve forcément à parler de mes expériences. Et je pense que c'est aussi quelque chose que les joueurs de jeux vidéo savent, c'est que c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust, et quand on commence à toucher à un souvenir qu'on a eu en commun avec une autre personne, pour X ou Y raison, on va parler. Et puisqu'on va parler, forcément, on va mettre un petit peu de soi aussi. Justement, comme tu viens de le dire, tu as amené pas mal d'invités. D'ailleurs, ça se ressent beaucoup ce côté... je fais une supposition là, que tu pars de la personne pour aller vers le jeu. Il y a presque une dimension un peu... alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu comme les journaux intimes, où c'est avoir lu l'histoire d'une personne que on la découvre un peu au fur et à mesure. Les épisodes de tes podcasts, ça fait un peu cet effet-là. Plus l'invité parle de son rapport à son jeu, des éléments qui l'ont particulièrement touché, plus il y a un peu un invité imaginaire qui se dessine dans l'esprit, où on recrée un peu une personne à partir des infos il y a un petit côté magique un peu. C'est intéressant parce que forcément je peux difficilement, enfin j'écoute mes épisodes bien sûr, mais je suis un petit peu trop biaisée, donc du coup j'arrive pas trop à savoir si j'arrive à
à faire une espèce de courbe justement où en fait le tremplin c'est le jeu vidéo pour parler d'émotions dans le jeu vidéo, mais en fait aussi d'émotions tout court. Et il y a certains invités qui ont beaucoup de mal parce que ils ont pas forcément envie. Sauf que en fonction des questions que je pose, j'ai l'impression que ça amène de plus en plus l'invité à se confier. Et moi, il y a un truc que j'adore dans la vie, que je sais pas comment expliquer, mais peut-être que j'aurais dû être plus dans la psychologie, mais bon, je suis dans le théâtre, donc au final, j'aide, j'écoute et je fais pas mal de choses au niveau des émotions. C'est en fait parler avec des personnes. Et au bout d'un moment, les personnes se confient. Alors, elles se confient pas en mode automatique, mais juste on partage quelque chose. Et petit à petit, on sent que la personne se lâche en fait et se sent bien et est capable de parler de choses plus ou moins intimes. Et j'adore ça. Voilà. Donc je sais aussi qu'il y a certaines questions. Enfin, j'ai déjà eu des invités qui m'ont dit c'est mieux qu'une séance de psy en fait. Donc je pense qu'il y a un cadre du podcast très détente, très discussion, et en même temps, effectivement, comme tu dis, il reste ce tremplin-là du jeu vidéo qui me donne une très bonne excuse pour toucher aux émotions des autres. Et du coup, je comprends un peu ce que tu veux dire avec le côté journaux de l'intime, parce que forcément, en tant qu'auditeur, vous écoutez la personne, et bien sûr que le personnage, l'invité, se dessine, puisqu'il donne de plus en plus d'informations sur sa vie, sur ses émotions, sur ce qu'il a marqué, sur ce qu'il aime. Voilà. Mais du coup, c'est chouette si ça réussit. On sent carrément que il y a un lien de confiance qui se crée un peu entre toi et lui, du coup. Mais de façon un peu parallèle, on a l'impression d'être impliqués dans la boucle, qu'on est un peu tous les trois en train de se parler et ouais. Oh cool. C'est une sensation très agréable, effectivement. Ça, c'est vraiment très chouette parce que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur de faire vraiment comme une discussion à trois et que la personne qui écoute le podcast se sente impliquée et pas complètement en recul en mode ok, c'est deux personnes qui discutent de quelque chose quoi. Et au niveau des invités, je me permets de rajouter aussi que il y a quand même pas mal d'invités que je connais. Il y en a, ça va être juste des connaissances, donc des gens que j'ai vraiment juste vus comme ça, par biais professionnel ou pas, et qui ont entendu parler du podcast, ou j'en ai parlé, parce que il n'a pas une réputation non plus incroyable, mais il y a quelques personnes qui écoutent et qui me mettent des commentaires et qui partagent, et c'est chouette, il y a quand même toujours un petit public un peu bienveillant, donc c'est sympa. Et des fois, c'est des personnes que je connais vraiment pas. Il y a un épisode qui va sortir d'une personne vraiment que je connais pas, que j'ai trouvé sur un forum, et en fait c'était trop intéressant de parler de cette personne, et je trouve ça bien aussi. Maintenant il y a pas mal de gens qui osent pas venir parce qu'ils me connaissent pas justement. Donc ça reste encore un petit peu dans mon cercle, on va dire proche, mais je commence à aller vers l'extérieur aussi et à trouver même des youtubeurs, des personnes qui ont vraiment envie de parler quoi. Moi ça m'intéresse beaucoup, et quand je vois du coup justement des youtubeurs ou des youtubeuses jeux vidéo, je me dis ce serait trop bien de pouvoir parler avec eux. Voilà. Et du coup, ça change quelque chose pour toi dans l'expérience de l'enregistrement, si tu connais, enfin si c'est une personne très proche, si tu la connais plus ou moins, ou si c'est complètement une personne étrangère? On n'a pas tout le temps l'opportunité d'être dans la même pièce, donc effectivement ça change un petit peu le rapport avec l'autre. J'ai déjà enregistré des épisodes avec des très bons amis où je me rappelle, je les mettais sur mon lit et je leur disais fais attention à pas faire trop de bruit, et du coup c'est drôle parce que c'est une sensation où en fait je connais mon ami et j'ai quand même envie de l'entendre parler sur ce jeu-là. Et en fait, quand on est devant un micro, on n'est pas si honnête, je vais dire. On a un peu du mal, je pense qu'on est un peu stressé, on sait pas trop, on sait plus trop à qui on parle. Est-ce que c'est Chloé ou est-ce que c'est à la personne qui fait le podcast? Et donc, je suis obligée de détendre un peu l'atmosphère pour que ça devienne justement comme une discussion, voilà. Il y a un épisode que j'ai fait avec une très bonne amie qui s'appelle Dita, d'ailleurs j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 3, qui est passé sur ICO dans la première saison. On s'est tellement amusé qu'on a fait un épisode un petit peu bordélique, j'avoue, sur Persona. Et elle est revenue pour la table ronde de Last of Us dans la saison 2. Et voilà, en fait, on est amis, donc forcément c'est plus facile de parler.
Mais quand même, quand il faut toucher à des choses de l'intime, il y a beaucoup d'invités qui bottent en touche, quoi. Donc, il faut essayer de trouver un petit peu comment leur en parler et puis de mettre en place une safe place. Et voilà. Complètement. Ça me fait penser qu'il y a vachement un côté management quand même dans ton travail. En même temps, c'est le côté humain qui ressort. Donc, oui. Je pense qu'aussi c'est assez un reflet en fait de ma personnalité parce que même dans mon travail, je vais vraiment dire, donc je suis metteur en scène et prof de théâtre et avec certains de mes élèves, vraiment j'applique le principe que ici on a 2 heures, on est en safe place, si vous avez besoin de parler de quelque chose vous pouvez. Par contre on fait acte de bienveillance, enfin c'est quelque chose qui fait partie de moi en fait. De parler, de s'exprimer, d'observer les gens, de voilà tout ce qui est body language, tout ça. Enfin, et donc du coup parler d'émotions, parler de choses qu'on aime bien, culturellement parlant, parce que la culture c'est très important pour moi. Et c'est au centre de tout ça. Et du coup forcément ça se voit dans le podcast, je pense. Oui, je te le confirme. Du coup, petite question, est-ce que c'est déjà arrivé que un de tes invités te disent que alors par contre on va éviter cette question-là, passons à la suite, enfin tu sais qu'il y a un blocage, je veux dire non, pas ça. Oui, en fait on est tous humains et il y a certaines personnes qui ont vécu des traumatismes et des fois il y en a qui veulent pas en parler et c'est pas grave, enfin je veux dire le but c'est pas du tout d'exorciser ça, s'ils le veulent il y a aucun souci, s'ils le veulent pas non. Donc oui effectivement il y a déjà 1 ou 2 personnes qui m'ont dit ouais on n'est pas obligé de s'attarder là-dessus, je pense que je peux parler du jeu et voilà. Et moi ce que je vois dans mon enregistrement la plupart du temps c'est qu'il y a énormément de gens qui vont parler du jeu au niveau descriptif, au niveau technique, et que des fois c'est un petit peu compliqué de les faire aller sur quelque chose d'un peu plus oui mais toi comment tu l'as ressenti, oui mais tu y jouais avec quelqu'un, toi tu sais. Me parle pas des niveaux du jeu. je comprends il en faut un petit peu et puis de toute façon on est passionné, donc quand on est passionné on veut raconter un petit peu tous les moindres détails du gameplay, donc de la façon de la manière de jeu, de la manière de jouer et de ce que ça nous a procuré, de si on a galéré sur tel niveau ou quoi que ce soit. Et en même temps, des fois, j'essaie d'avoir un petit peu la partie émotionnelle, genre ah oui, alors du coup, tu y as passé beaucoup de temps, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que t'as oublié de manger, est-ce que t'y pensais la nuit, enfin voilà. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question, oui, il y a quelques personnes qui m'ont dit bon, ça, c'est pas la peine, je m'en passerai. Et bien évidemment que je vais pas les forcer à en parler, quoi. Enfin, j'estime que c'est pas ma place et puis ça reste des personnes que j'aime bien, que j'estime, que je connaisse ou pas, j'ai pas envie de les mettre mal, quoi. Enfin, le but c'est pas ça. Bien sûr. Une question qui me pop à l'esprit là, c'est que de ce que j'en sais, en tout cas, il y a souvent le cliché du fait que le jeu un jeu peut toucher particulièrement une personne à un moment oui, comme tu disais tout à l'heure, où il y a des traumatismes, où ça va pas dans sa vie, etc. Est-ce que c'est ton expérience, du coup, vu le nombre de personnes avec qui tu as pu parler, dont certains qu'on n'a pas encore entendus pour ton public, ou bien est-ce que c'est vraiment plus large? Parce que je pars du principe, en tout cas, que le jeu vidéo, ça se révèle pas que quand on va mal. Bien sûr. Oui, alors, donc non, effectivement, ça peut être une période compliquée, mais évidemment que le jeu vidéo, c'est aussi des périodes... Enfin, en fait, ça nous suit... Enfin, pour ceux qui jouent, ça nous suit toute la vie, donc évidemment que ça peut être un peu en dents de scie, ça peut être à des moments où on va mal et on a besoin de se vider la tête, justement. J'ai beaucoup ça dans les enregistrements, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui se disent... qui me disent... je jouais à ce jeu parce que j'avais besoin d'une soupape, j'avais besoin d'un temps à moi. Donc ça, vraiment, ça revient très souvent, ce côté j'ai besoin de temps, donc je vais jouer. Je vais m'extraire de ma famille et je vais aller jouer. Ça revient pas mal. Donc non, bien sûr que non, il n'y a pas besoin d'être en traumatisme pour jouer, évidemment que non. Et il y a plein de gens qui sont juste... il y a plein d'invités qui sont juste j'adore ce jeu, c'est vraiment une Madeleine de Proust, j'ai trop envie de t'en parler, et viens, on fait un épisode, quoi. Après, voilà, en fait, pour moi, c'est aussi ça la force du jeu vidéo. De toute façon, c'est un objet culturel. Et pour moi, les objets culturels, ça nous extrait un petit peu de la réalité, de la vie, qu'elle soit bonne ou pas.
Et puis juste, ça nous donne des compétences qu'on n'a pas. Enfin, moi, j'ai jamais pu grimper sur les murs et puis m'envoler, quoi. Donc, c'est sûr que ça nous donne une autre vision, presque un fantasme, en fait, de... Enfin, voilà, le principe du jeu vidéo, c'est quand même qu'on est le personnage ou qu'on suit une histoire. Mais c'est vrai que ça nous donne quand même... oui, des compétences un peu extraordinaires, quoi. On devient des super-héros. Donc, c'est vrai que... ça peut être dans plein de moments de notre vie. Et oui, moi, j'ai pas mal remarqué qu'effectivement, c'est cool parce que des fois, il y a des gens qui ont joué à des jeux vidéo quand ils étaient très, très, très petits. Ils vont pas trop s'en souvenir, mais ils se rappellent d'un niveau en particulier et d'une sensation et d'une émotion qu'ils ont vécue à ce moment-là. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'idée qu'on parle d'une émotion dans chaque épisode. Et puis des fois, ça tergiverse, on parle de plein d'autres choses. Des fois même, on parle d'autres jeux vidéo pour revenir au jeu vidéo principal. Mais voilà, faut que ça parte de quelque chose qui nous a marqué. Voilà. Ok. Alors, je suis gameuse du coup et j'aime particulièrement les jeux un peu narratifs. Et je trouve que c'est souvent des jeux où, alors dans une certaine mesure évidemment, mais on découvre un peu des choses sur nous-mêmes aussi en jouant. Je pense notamment aux jeux qui nous prennent un malin plaisir à nous mettre face à des choix un peu cibles entre guillemets. Ou c'est particulièrement quand il y a un timer en plus qui roule, il y a un peu ce truc où tu découvres, non mais c'est ça le choix que j'aurais fait dans cette situation. Ok. C'est un peu révélateur, je trouve, le jeu vidéo de notre personne aussi. Ça nous révèle un peu à nous-mêmes. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Quand tu étais en train de parler de jeux à choix, j'ai pensé à certains jeux à choix, dont Life is Strange. Je pense qu'il y a des choix, si je les faisais dans la vraie vie, on aurait des gros problèmes. Mais oui, mais en fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans les narratifs, dans les jeux narratifs, c'est que justement, on est à la place d'une personne. Mais comme tu dis, effectivement, on peut pas s'empêcher de mettre un petit peu de nous-mêmes, quoi. Et moi, j'avoue, ça me fait un écho avec le théâtre parce que tu joues un personnage, mais t'es quand même toi derrière, quoi. T'as beau avoir un masque, c'est quand même toi derrière. C'est la métaphore. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont très forts pour ça, pour toucher à des sujets très forts. Là, par exemple, si je pense à Life is Strange ou même à Captain Spirit ou It Takes Two que j'ai pas encore fini, il y a ce truc de nous confronter à des situations qu'on a pu vivre, voilà, l'adolescence, la séparation avec les parents pour ceux qui l'ont vécu, enfin. Et c'est très intelligent. C'est très intelligent et c'est très bien amené. Donc du coup, forcément, il y a aussi l'attachement au personnage. Et je pense que si on s'attache au personnage, là, c'est bon, quoi. On est un peu le public visé, quoi. Alors, on peut remarquer dans ton podcast qu'il y a une grande variété de types de jeux. On peut passer de l'horreur à l'aventure, le narratif, justement. Du coup, se pose la question qui brille un peu dans l'esprit de tout le monde, je pense. Quelle joueuse tu es? Alors, en vrai, je pense que je pars déjà d'un côté très... justement, les jeux narratifs, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup plu. Les jeux de simulation aussi, donc ça va être la base. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Donc ça peut être des jeux d'énigmes, des jeux d'enquête, les jeux d'horreur pas trop. Alors j'avoue que j'ai quand même fait Last of Us que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que s'il n'y avait pas eu l'histoire qui allait avec, le côté horreur, ça aurait pas été possible. Je suis pas une joueuse de Outlast ou voilà, déjà Luigi Mansion, c'était compliqué pour moi. J'ai fait un épisode dans la saison 1 où je raconte que quand même au début ça me faisait un petit peu peur. Alors qu'en fait non, aujourd'hui j'y joue et il n'y a aucun problème. En fait j'ai mis du temps à confronter ma peur, donc du coup je l'entretenais. Et pareil pour les films d'horreur que je commence un peu plus de temps en temps à regarder, en tout cas les films, les thrillers, Enfin, voilà, quand ça commence à toucher un peu trop à l'épouvante, généralement je suis la première à dire non, moi je regarde pas. Et puis, il faut qu'on me vende un petit peu le scénario. Il n'y a pas longtemps, avec des amis, j'ai vu Le Silence des agneaux. Et en fait, j'ai adoré. Et oui, il y a des moments de tension. Mais ça fait aussi partie de la vie. Et je suis assez grande maintenant pour m'y confronter. Donc, quel genre de joueuse je suis ? Un peu une joueuse polyvalente, en fait, finalement.
Bon, bien sûr, j'ai mes petits préférés, mais je pense que je pars sur un côté narratif. Maintenant, j'aime bien les jeux japonais, j'aime les RPG, j'aime les jeux d'aventure, j'aime les jeux hyper contemplatifs aussi. Je me rappelle avoir fait des petits jeux mobiles, dont Assemble with Care, par exemple, où le but c'était juste de... Donc c'est narratif, mais c'est juste très chou, quoi. Le but c'était de réparer des objets, et en réparant les objets, on réparait les gens. Je vous jure, c'était incroyable. La symbolique est dingue. En fait, voilà, c'est ça, c'est que je m'intéresse souvent à des jeux symboliquement qui exploitent les émotions, en fait, finalement. Des histoires de famille, des histoires douces, ou des fois des histoires pas du tout douces, où il faut tuer plein de gens parce que c'est comme ça, hein, c'est les jeux vidéo aussi. Donc je pense que je suis assez polyvalente dans mon choix de jeu, et j'aime vraiment pas mal de choses. Et surtout, j'essaye de découvrir. Et par exemple, avec Sauvegarde tes émotions, il y a pas mal de jeux que j'ai très très envie de faire. Et entendre parler quelqu'un d'un jeu qu'il aime, c'est le meilleur moyen pour y jouer, en fait, finalement. Et même si au début on pense que ah ouais, mais en fait moi j'avais un préjugé, en fait, sur ce jeu vidéo, et là maintenant, vu que tu m'en parles comme ça, j'ai trop envie de le faire, en fait. Voilà. Donc j'essaye de m'ouvrir à un peu d'autres choses et à pas trop rester dans ma zone de confort. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout dans une optique de t'inciter à jouer à des jeux d'horreur, mais c'est vrai que j'ai une approche du jeu où je le vois un peu comme t'as utilisé le terme de safe place tout à l'heure. Ça représente un peu dans le sens où le jeu vidéo, c'est un peu l'avatar qui te permet de vivre des émotions hyper intenses, mais dans le confort et la sécurité de ton canapé, de ta petite maison. Il y a un côté... Exactement. Oui, vous pouvez me faire peur ou me faire... justement, comme tu disais, j'imagine en parlant de grimper sur les murs que tu parlais de grande aventure et tout, te dire, oui, je peux expérimenter ces émotions intenses, mais sans les conséquences dramatiques qu'il pourrait y avoir derrière, quoi. Exactement. Ah, mais en fait, je réfléchis, j'en ai fait quelques jeux un peu d'horreur et tout. J'ai fait Limbo il y a pas longtemps. Tu vois, c'est pas très... Enfin, c'est un peu glauque, quoi. Et ben, j'étais bien contente d'être dans mon petit canapé avec mon petit chat à côté, parce que c'est tout triste, quoi. Mais effectivement, on expérimente des choses qu'on pourrait pas faire du tout. Et je trouve que c'est un peu un reflet de notre nous courageux. Donc, peut-être que si j'étais courageuse, je ferais ça aussi. Donc c'est intéressant, et en plus ça donne beaucoup de contexte, et ça nous fait essayer plein de choses, quoi. Donc ouais, je suis assez d'accord, en fait. Mais en final, plus je grandis, plus je vieillis, plus j'aime bien tester aussi des jeux même qui m'intriguent un peu quand même. J'avais vu une performance où la personne jouait à Little Nightmares, et en même temps il faisait de la musique et il citait des textes de théâtre. Et c'était des textes de Antonin Artaud, et je trouvais que ça marchait très bien sur l'ambiance du jeu, qui est quand même très bizarre. Et en fait, j'ai quand même envie d'y jouer, mais je sais qu'il y a des moments qui vont bien me faire flipper. Des fois, j'aimerais bien... ça aussi, c'est un truc que j'aimerais parler dans mon podcast. J'aimerais bien plus regarder les gens jouer. Il y a énormément de gens qui font ça, qui regardent du coup des let's play, des walkthroughs, ou juste des potes jouer. Et ça, je pense que j'aimerais bien. J'ai regardé mon copain jouer à Silent Hill. Et pourtant, je pense que ça pourrait me toucher, hein. Vraiment, je pense que ça pourrait très bien marcher comme technique d'horreur sur moi. Surtout que c'est dans la suggestion, dans le brouillard, qu'il y a quand même une histoire très forte. On s'attache au personnage un petit peu. En tout cas dans le premier, parce que c'est celui-là que je l'ai vu jouer. Et du coup, regarder les gens jouer, ça devient aussi une solution pour se mettre un peu en recul. Ouais. Et comme tu dis, qu'il nous arrive rien, mais pas avoir la manette, parce que quand même, s'il faut avancer et que j'ai peur, je pense que je suis capable de faire genre non. J'avais fait BioShock à une époque. C'était dur. C'était très dur. J'étais plus jeune, mais c'était très dur quand même. Voilà. Donc j'ouvre un petit peu sur pas mal de jeux, et peut-être plus tard je trouverai aussi des jeux qui allient l'horreur avec en plus non, mais il y a des jeux qui allient l'horreur avec des histoires super passionnantes, donc j'attends de tomber là-dessus. Il y a des jeux
que t'as pu jouer plus jeune en te disant ok stop, pas forcément d'horreur hein, mais Ouais. ça pouvait être parce que Oui. finalement l'histoire t'intéressait pas ou bref ce genre de thématique, que tu te sentirais de rejouer aujourd'hui pour essayer de voir ça te crée une émotion différente, justement une nouvelle approche. Ah oui. Alors, oui, complètement. Mais des fois, ça va être un petit peu comme les dessins animés. Je me dis, non, mais ce dessin animé, je l'ai vu quand j'étais toute jeune. C'est un trop bon souvenir. J'ai pas envie de le revoir parce que j'ai peur de casser un petit peu la sauvegarde que j'en avais fait finalement. Ouais. Mais bon, petit à petit, je me débloque un peu. Donc ouais, il y a des jeux comme ça où je pense que j'ai envie d'y rejouer et en même temps, il y a un peu un sentiment de nostalgie en mode mais si c'était pas pareil que dans mon souvenir. Donc il y en a où j'ai cassé ça, c'est-à-dire que j'ai rejoué et je me suis dit mais en fait c'est encore plus intéressant et puis maintenant il y a des choses que je comprends encore mieux. Il y a aussi le fait d'avoir grandi et le fait d'être adulte aussi où je me dis ah mais attends mais du coup ça c'était je l'ai ressenti comme ça aussi parce qu'il y avait une raison, j'essaye d'analyser un petit peu quand même le jeu puis ça devient un petit peu automatique en fait au final. Mais oui effectivement il y a quelques jeux où je sais que j'aime beaucoup les jeux de simulation, alors pas tous hein, mais quand j'étais plus jeune j'ai des très grands souvenirs avec Theme Park qui est un jeu de simulation où on prend c'est assez vieux en fait au final, mais j'avais ma petite PS1 avec mon petit écran par-dessus là, c'était incroyable. Et j'ai joué des heures quoi. Et quand j'y ai rejoué, du coup adulte, il y a peut-être 1 ou 2 ans, peut-être même 3-4, je sais plus exactement. Et c'était trop chouette parce que je retrouvais les sensations, mais aussi les sons. Les sons des bips, des personnages qui parlent. Je me rappelais de tout ça. Et c'était trop chouette. Mais c'est parce que la base est très très forte, quoi. Donc du coup, par exemple, je sais pas si ça t'intéresse, mais des fois à mes invités, je leur dis non, ne rejouez pas au jeu tout de suite, s'il vous plaît, gardez votre souvenir. Et après, vous pourrez y rejouer. Parce que j'ai déjà eu le cas avec un invité où en fait on a dû réenregistrer l'épisode parce que c'était trop axé sur ses souvenirs contemporains, on va dire, puisqu'elle y avait rejoué très récemment. Et du coup, elle avait choisi d'ignorer, je sais pas, elle avait juste mélangé tous ses souvenirs d'enfance. Et moi, c'était ses souvenirs d'enfance qui m'intéressaient. Du coup, voilà, je leur dis s'il vous plaît, ne jouez pas. Tenez un petit peu le temps de l'enregistrement. Donc, généralement, on fait ça assez vite. Et après, vous pouvez y jouer. Et ce qui est très drôle, c'est que généralement, après un enregistrement, j'ai des invités qui m'envoient des captures d'écran, genre « Ah, c'est bon, je peux rejouer au jeu. » et je les vois en train de jouer au jeu, ils m'envoient des captures d'écran du jeu et ce genre de trucs. Donc, c'est trop cool. Alors, du coup, après que tu nous as expliqué ton profil un peu de joueuse et ton rapport avec les jeux, se pose la question évidente. Est-ce qu'il y a un jeu que tu aimerais particulièrement partager avec nous? Je te fais pas l'affront de parler de ton jeu favori. Je sais que pour les gameuses, c'est un peu... c'est une torture de répondre à ce genre de questions, mais un jeu particulièrement marqué au cours de ta vie et que t'aimerais un peu partager à d'autres, leur dire non mais il faut que vous visiez ça vous aussi, quoi. Après, je l'ai déjà fait dans mon podcast, mais est-ce que j'ai le droit? Moi, je pense que c'est le jeu Persona qui m'a vraiment le plus marqué. C'est devenu une passion. C'est devenu une passion vraiment. D'ailleurs, je me suis fait tatouer un masque de Persona 5. Il y a le 3 qui est ressorti il y a pas longtemps. Alors justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est une série de jeux japonais, donc RPG, donc role-playing game, où vraiment on est dans la peau d'un adolescent à qui il arrive des choses très particulières et qui scinde du coup le jeu entre la journée je vais faire mes cours, j'ai des petites quêtes, je vais chercher de la nourriture pour le chat, des trucs un peu classiques, et le soir je vais dans des alors ça s'appelle différemment, des palaces, des donjons on va dire, voilà tout simplement, pour taper du péon et pour gagner de l'expérience et pour avoir des compétences en plus et puis des alliés en plus. Voilà. Et il se trouve que cette série de jeux, qui est quand même très bien et qui a commencé il y a quand même pas mal de temps, je crois que Persona 1 c'est vraiment assez vieux, est en train d'être beaucoup relancé par Sony. Donc du coup là ils ont sorti un Persona 3 Reload. Le Persona 5 a énormément plu.
parce que l'histoire était super originale. Ça a été un peu le renouveau de la licence. Et il faut reconnaître qu'il est magnifique. Il est très beau, le jeu est vraiment d'une qualité super. Après, ça reste un jeu japonais, hein, donc il y a quand même quelques clichés qui subsistent. Et même moi qui suis une grande fan de la série, bah, je les vois et c'est comme ça. Pourquoi est-ce que vous devriez y jouer ? Parce qu'il y a toute une partie aussi bien aventure que psychologique, puisque le persona, enfin la persona, la base de persona, c'est on porte un masque en société, c'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment soi-même, et que quand on enlève ce masque, eh ben on se retrouve face à une entité, donc là c'est dans le jeu, une entité fantastique, monstrueuse, qui nous attaque, et il faut apprendre à l'accepter, et à se dire ok, cela fait partie de moi. C'est très bizarre dit comme ça quand même. Cela fait partie de moi, donc mes traumatismes, peut-être mes mauvais sentiments, ce genre de choses, ça fait partie de moi, alors je dois quand même les accepter. Et en fait, symboliquement dans le jeu, ça devient un pouvoir. Donc par exemple, si je prends que l'exemple du 5, ça devient justement le héros qu'on joue qui n'a pas de nom, puisque c'est le nom qu'on veut lui donner. La scène de révélation, on va dire, il y a un masque qui apparaît sur son visage, donc c'est sa persona. En fait, c'est un peu. En plus, c'est compliqué. Il faut partir du début. Il a eu des problèmes, il vient d'arriver dans un nouvel établissement. Il a sauvé quelqu'un d'une agression, sauf que malheureusement, il s'est frotté à la mauvaise personne et il a fait de la prison. Et donc, il est très mal vu par ses collègues lycéens et tout ça, parce que ça se passe toujours dans un lycée, ça c'est le principe de Persona, c'est que c'est toujours un élève lycéen ou collégien même des fois, qui vient de l'extérieur, donc on ne sait pas pourquoi il arrive, mais il arrive pour une raison. Et ensuite on se rend compte qu'il a des pouvoirs, il a quelque chose de particulier, il sait bien se servir de ses personas, et puis c'est le seul à se servir de plusieurs personas, puisque lui il peut, comme un Pokémon, en attraper plusieurs et les ranger dans une boîte. Symboliquement, c'est ça. Et attaquer les shadows, donc les ombres, avec. Voilà. Donc, du coup, ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a une partie, oui, aussi bien psychologique que aventure, que on peut avoir de la romance, c'est très beau, les musiques sont super, c'est hyper complet, en fait, comme jeu. C'est assez long. Il y a plein d'histoires. On suit plein de... Dans Persona 5, par exemple, on suit plein de méchants, on va dire, qui ont des histoires quand même super touchantes. Et on doit les empêcher de faire le mal, quoi, puisqu'on se met en tête de devenir des voleurs fantômes, comment je pourrais dire ça ? Oui, des Arsène Lupin, enfin voilà, une figure de justicier qui va les empêcher. Et tout ce petit groupe d'adolescents monte ce groupe de justiciers masqués. En fait, c'est ça. Et empêche les méchants de faire le mal. Bon, dit comme ça, c'est peut-être un peu cliché, mais vraiment, ça vaut le coup. C'est très sympa. Je trouve qu'on s'attache quand même pas mal aux personnages. Et moi, j'avoue, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Et toute la dimension psychologique, théâtrale... monstrueuse. Ensuite, il y en a pour tous les goûts, hein, les compétences. Il y a plein de farming aussi. Enfin voilà, c'est jouer à Persona. C'est un très bon jeu. Je vous conseille de commencer par le 5 parce que c'est, je pense, un des plus accessibles. Et ensuite, maintenant, il y en a plein qui deviennent de plus en plus refaits. Donc le 3, le 4. Voilà. J'ai un peu trop parlé de Persona. Je m'en rends compte là. Un jeu qui t'a marqué, tu nous partages justement l'impact que ça a eu sur toi. En même temps, si ce type de trame est cliché entre guillemets, c'est pour une raison. C'est justement parce que c'est très riche comme structure sur lequel les développeurs peuvent partir. Je me demande s'ils ont pas des psychologues dans leur équipe quand ils développent le jeu, parce que mais il y a moyen. De profondeur que tu décris là. Et encore, j'ai pas parlé de plein de choses que vous découvrirez peut-être en y jouant. Mais oui, il y a moyen, il y a complètement moyen qui est des psychologues ou enfin voilà, je pense qu'ils ont poussé aussi leur concept jusqu'au bout, quoi. Ouais, il y a énormément de choses. Il y a même plein d'inspiration pour les personnages de déesses et de dieux, aussi bien grecs que des divinités du Nord, que des divinités japonaises. Enfin,
Vraiment, c'est vraiment très cool. Bon, vous avez tous compris, hein, la recommandation de tout cet épisode, jouez à Persona, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Normalement, vous passerez un bon moment. Alors, une question un peu plus qui te prend un peu plus comme une mentor. Qu'est-ce que tu aimerais conseiller à des jeunes qui pourraient avoir envie de faire comme toi, de se lancer dans le podcast, de partager un peu leur passion, ce qu'ils ressentent au travers d'un micro? Alors, mentor, non, quand même pas. Je suis pas du tout là-dedans. Mais oui, je vois un petit peu ce que tu veux dire. En fait, faites-le. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de matériel de base. C'est bête, mais juste avec un téléphone, on peut enregistrer. Juste avec Discord, on peut enregistrer. Enfin, si vous avez envie de faire quelque chose de créatif, vraiment, n'hésitez pas. Sincèrement, je suis partie un petit peu comme ça aussi. Je sais que maintenant, il y a quelques personnes qui écoutent le podcast, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit: «Mais au pire, c'est pour moi et j'aime le faire, c'est un moment que j'aime bien faire. Les invités sont contents, allez, c'est parti, quoi». Donc vraiment, si vous avez envie, de vous lancer, allez-y. Maintenant, effectivement, plus quand même j'ai sorti quelques épisodes, plus je me suis rendu compte que le son, c'était très important. Donc j'avais déjà un micro, parce que je faisais déjà des vidéos sur, YouTube à un moment donné, qui étaient en lien avec le théâtre d'ailleurs, original et du coup j'ai quand même fait très attention à mon son au début. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai quand même eu, une personne qui a fait le son, que je mets de temps en temps, dans les épisodes, qui s'appelle Adrien, qui m'a quand même composé 2 morceaux. Donc ça, c'est chouette. Si vous avez des C'est ça aussi que j'aime bien faire avec le podcast, c'est que donc j'ai des amis graphistes, j'ai des amis musiciens, c'est super bien de faire un tremplin aussi pour leur travail et et de de partager aussi le travail avec eux, quoi. C'est trop chouette. Mais vraiment, attendez pas de vous dire: «Oh, il faut que ce soit professionnel» ou non, moi je pense que le podcast c'est, hem, c'est un média comme un autre. C'est un média que les gens écoutent et si vous avez envie d'y mettre du cœur et de parler de quelque chose qui vous tient à cœur, bah, faites-le. Ensuite, petit à petit, si vous pouvez y mettre effectivement de la qualité, un mixage, sonore, bien fait, un micro bien fait, un filtre anti-pop pour pas entendre, les petits bruits, voilà. Mais franchement, si ça part d'une bonne intention, moi je pense que c'est déjà très bien. Voilà, mon petit conseil. Merci pour ça. J'espère que notre public va le prendre à cœur et que plein de petits podcasts vont popper de partout. Ce serait trop chouette. Exactement, sur la culture, sur des tas d'objets qui méritent d'être un peu mis en avant. Et alors, on va finir sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, de trouver des invités toujours aussi cool, de trouver, des personnes qui aiment le podcast et qui se disent: «Est-ce que je peux participer même si je te connais pas?» Ça, ce serait trop bien et que des jeux, marquants sortent encore et nous procurent plein d'émotions et donc donnent aussi du grain à moudre pour le podcast. Voilà. Super. Alors, du coup, ce que je retiens, c'est que tu invites les personnes quand même à te contacter pour proposer un jeu, potentiellement une discussion autour d'un jeu. Ah oui, 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 ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et justement, comme on en parlait au début, de découvrir la personne via le jeu, enfin je trouve ça super et puis s'il y a des souvenirs qui vous ont marqué, bah, en fait, si vous avez envie d'en parler, hésitez pas, hein, moi il y a pas de souci. Prenez note, cher public, prenez note. Eh bien, on va conclure le podcast sur ces mots. Merci encore à toi d'avoir accepté cette invitation. Cette discussion a été très enrichissante pour moi. J'en suis persuadée pour nos auditeuristes également et j'espère pour toi aussi. Complètement, oui, oui, c'était cool. C'était un peu bizarre d'être de l'autre côté du micro finalement, mais c'était super intéressant et j'espère que ça aura plu à tout le monde. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce moment. Vous pouvez retrouver Chloé dans le podcast Sauvegarde des émotions, présent sur Spotify et Apple Podcasts, ou bien encore sur son compte Instagram afin de suivre son actualité. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la Podcastothèque.